Non, non, mais quand tu seras prête. Donc, on reprend avec la table ronde que j'ai intitulée « Corps, scénographie et enseignement ». Donc, Louise Pelletier et Anna Boulanda. Alors, pendant que Louise s'en vient, je vous la présente. Alors, Louise Pelletier est architecte de formation, docteur en histoire et théorie de l'architecture et professeure à l'École de design qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Est-ce que je me trompe ou aussi la prochaine directrice du département de l'École de design à partir de juin 2014? Alors, elle a participé en tant que commissaire et designer à plusieurs expositions à Montréal, au Japon, au Brésil et en Norvège. Elle est l'auteure de Architecture in Words, Theater, Language and Sensuous Space of Architecture, publié chez Routledge en 2006, et co-auteur de plusieurs ouvrages en collaboration avec Alberto Pérez-Gomez, publiés au MIT Press et aux presses de l'Université McGill. Ces articles ont été publiés dans des revues d'architecture et de design au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle travaille sur le rapport entre l'éphémère et la pérennité dans l'architecture événementielle. Et je pense que son titre que vous voyez à l'écran est le même. Donc, Exposer l'architecture, la place du corps dans la scénographie expérientielle. Alors, merci Joanne. Peut-être une petite mise en contexte en commençant. Il y a quelques semaines, Marilla est venue me voir et elle m'a demandé si j'accepterais d'être commissaire pour l'exposition sur laquelle elle travaillait. Et par la même occasion, elle m'a parlé de la journée d'études Figura sur la poétique du corps. Pour ceux qui connaissent Marilla, on sait que c'était quelqu'un à qui on ne peut rien refuser. et en fait, il est clair que dans mon travail, la place du corps est beaucoup plus implicite que pour ce qu'on a vu avec Manon et Alain. La place du corps, toutefois, est en transformation depuis déjà un certain temps. Et c'est cet aspect-là que j'avais proposé à Marilla d'analyser, d'explorer à travers les expositions, le design, la scénographie d'exposition. Alors, j'espère que même si mon interlocutrice privilégiée n'est pas là aujourd'hui, j'espère que vous y trouverez quand même une certaine pertinence. Je voulais commencer d'abord avec une citation, réponse à une question qui lui avait été posée à Daniel Libeskind il y a quelques semaines. On l'interrogeait sur la transformation de la discipline avec l'avènement des nouvelles technologies, particulièrement avec le numérique. Et même si parfois je peux être très critique par rapport au travail de Libeskind, Daniel Libeskind, qui, comme vous le savez peut-être, est l'architecte du musée juif de Berlin, mais aussi du projet Ground Zero à New York, plusieurs projets de grande envergure. Ce que je trouve intéressant dans sa réponse, c'est qu'il fait précisément référence à cette place du corps. Et il explique que, évidemment, la technologie moderne prend de plus en plus de place dans le processus de conception, dans le travail de l'architecte, mais sa remarque est très pertinente. Il dit « Ne surestimez pas la technologie. À la fin, peu importe la technologie dont nous disposons, nous allons encore vouloir avoir la vraie expérience parce que nous avons un corps. Nous ne sommes pas seulement des esprits, nous sommes charnels, nous sommes incarnés. Notre expérience est viscérale. Alors, l'architecture jouera toujours un rôle extrêmement important dans le sens primordial de la lumière, gravité, transcendance, l'espoir, les rêves. » Et en fait,
je voudrais que c'est un peu la prémisse de ma présentation d'aujourd'hui. Le corps, non pas comme l'élément central de la réflexion, mais plutôt comment est-ce que, à travers le travail de conception et comme on va le voir, enfin, beaucoup à travers les outils de représentation, comment la place du corps s'est transformée depuis les quelques dernières années. Donc, durant les... Et je vais essayer de m'en tenir à mon texte, autrement ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors, durant les 2 dernières décennies, la pratique de l'architecture a été radicalement transformée par les outils numériques de représentation. Avec l'introduction des systèmes de dessin assistés par ordinateur, la table de dessin traditionnelle a graduellement été remplacée par des programmes de modélisation 3D de plus en plus complexes. Alors que l'architecture traditionnelle était fondée sur l'expérience incarnée comme un point de départ pour imaginer de nouveaux espaces et de nouvelles formes, et aussi le fait que très souvent un seul dessin ou une représentation fragmentaire pouvait parfois être suffisant pour capturer un concept architectural, les nouveaux dispositifs numériques de conceptualisation offrent maintenant aux concepteurs des outils technologiques capables de modéliser des géométries trop complexes pour être visualisées par le cerveau humain et avec un niveau de précision que la main est maintenant incapable de calculer et de mesurer. Cette augmentation de la complexité a transformé le processus d'idéation en architecture en une imagination qui était au départ ancrée dans la matérialité vers un processus davantage computationnel de manipulation logarithmique visant à générer des formes pseudo-naturelles libres de contexte historique et culturel. Alors, je m'intéresse depuis déjà plusieurs années à cette question de la représentation et particulièrement les outils de représentation et de conception en architecture. Joanne faisait référence à un ouvrage publié par MIT qui s'intitulait « Architectural Representation and the Perspective Hinge », un ouvrage qui était plus historique, où enfin, on analysait justement l'impact de ces outils de représentation sur la façon de concevoir et de générer des formes en architecture. C'est qu'en fait, la représentation en architecture est un jalon crucial de la discipline qui intervient à différents moments dans le processus, à partir du processus de création même, permettant une autoréflexivité, jusqu'à la communication du projet à un tiers, à un client, à un entrepreneur, et également aux membres de la discipline. Une fois le projet architectural complété, la représentation laisse une trace du processus de conception et des influences qui ont marqué l'origine du projet. La représentation en architecture est étape incontournable de sa matérialisation, la matérialisation d'un concept, permet de suivre l'évolution de la discipline. Mais maintenant que les outils numériques de conceptualisation formelle sont devenus omniprésents dans les bureaux d'architecture, j'ai voulu chercher à comprendre les implications culturelles de ces appareils puissants qui sont actuellement en train de façonner notre environnement, notre monde. Pour ce faire, j'ai choisi de m'intéresser à un contexte privilégié où s'exprime ce rôle générateur des outils de représentation, en l'occurrence les expositions d'architecture. Alors, tout au long des 19e et 20e siècles, plusieurs approches distinctes face à l'exposition et à la représentation de l'architecture vont s'opposer. Historiquement, on peut identifier 2 grands courants qui se distinguent conceptuellement par le rôle accordé aux outils de représentation. La première approche restitue ces éléments vraie grandeur ou sa reconstitution. Le bâtiment est à l'échelle réelle. Les pavillons éphémères des expositions universelles du 19e au 21e siècle s'inscrivent très précisément dans cette première approche.
Elles continuent aujourd'hui à être des laboratoires de recherche et d'expérimentation, et c'est l'aspect sur lequel je vais revenir dans un instant. Le deuxième courant, plus muséal, repose sur la présentation de documents relatifs aux édifices, quelle que soit leur nature, et propose des outils rationnels ou plus conventionnels de représentation architecturale, tels les maquettes et les dessins techniques. Entre ces deux courants, la principale différence pour le visiteur est le rapport à la réalité et cette compréhension spatiale qu'on lui offre. Dans la première, l'expérience physique participe pleinement à la compréhension de l'architecture, alors que dans la seconde, cette réalité n'est accessible que par une forme de médiation. L'esprit doit se transporter ou se transposer dans les représentations. Les institutions muséales consacrées à l'architecture se sont traditionnellement inscrites dans ce second courant de pensée. C'est le cas, par exemple, du Centre canadien d'architecture à Montréal, qui, au moment de l'ouverture de sa toute première exposition en 1989, mettait de l'avant son rôle didactique et de préservation face aux artefacts architecturaux et annonçait sa vocation à travers la formation de ces collections qui visaient à regrouper des ensembles cohérents de documents comme façon de comprendre la pensée architecturale et sa dissémination. Et cette dernière phrase, en fait, est prise textuellement du catalogue de l'exposition. C'est le texte de Phyllis Lambert qui, en quelque sorte, annonçait ses couleurs et établissait le programme de l'institution. Donc, il y avait une volonté de documenter, de préserver, mais également la compréhension du projet architectural se traduisait par un ensemble le plus complet possible de formes de représentation. Donc, l'ensemble des plans, coupes, élévations, maquettes. Et en fait, dans cette première exposition, c'est essentiellement ce que l'on présentait. Donc, certains bâtiments emblématiques de l'histoire de l'architecture occidentale du 16e au 19e et même quelques exemples du 20e siècle, étaient donc représentés par un ensemble très complet de représentations. Pourtant, 5 ans plus tard, en 1994, l'exposition séminale de Peter Eisenman allait renouveler de façon originale la pratique scénographique des expositions d'architecture au CCA, présentant non pas seulement les dessins et maquettes de ces différents projets, Eisenman reconfigura l'espace intérieur du musée par la construction de nouveaux murs et le percement de la structure permanente, de façon à créer une expérience spatiale traduisant la pensée architecturale. Et en fait, pour la journée d'études Figura, je propose d'analyser quelques cas exemplaires de scénographie architecturale qui datent donc des 20 dernières années. Et pour moi, l'exposition d'Eisenman est vraiment un point tournant en 1994. Donc, quelques cas exemplaires où la scénographie elle-même devient une œuvre expérientielle, un microcosme emblématique de l'univers de son concepteur. Avec Cité de l'archéologie fictive, donc l'exposition d'Eisenman, l'architecte lui-même a été un des premiers à proposer une expérience architecturale à travers l'espace du musée qui remettait en question le concept de site comme un lieu transformable plutôt que de limites à respecter, tout en montrant l'importance du dessin et de la fabrication de maquettes dans la genèse de ses idées. Les murs existants des salles principales ont été alors cannibalisés pour réaliser l'installation imaginée par Eisenman lui-même. Et c'était vraiment une première pour le CCA. La structure qui composait le lieu de l'exposition était à l'intérieur des salles, ce qui avait pour effet de questionner la nature de l'objet exposé, car la structure en soi se retrouvait tout aussi mise en scène que les œuvres elles-mêmes, donc les maquettes et les dessins. De plus, la disposition des œuvres
reconsidérait la relation que le visiteur entretient avec celle-ci par la distance créée par l'installation. Et pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de visiter l'exposition, ce qu'il faut comprendre dans cette maquette, c'est qu'il s'agit, si vous reconnaissez le plan du CCA, on y retrouve ici les 3 grandes salles, les 3 plus petites salles, et ici le hall, le mini-hall dans lequel on entre, le corridor ici, et l'entrée principale qui se trouve ici. Donc, il y a la salle octagonale de l'autre côté. Mais essentiellement, ce que fait Eisenman, c'est qu'il recrée un espace, dans l'espace très orthogonal et très rigide des salles du CCA, et vient créer cette espèce de labyrinthe à l'intérieur duquel les visiteurs étaient amenés à déambuler. Et c'est là une vue qu'on avait de l'exposition. Et donc, cet effet de distance, ce labyrinthe devenait en fait le parcours à l'intérieur des salles où on pouvait percevoir de part et d'autre, à travers différents types d'ouvertures, les maquettes, les dessins qui étaient ainsi mis en scène. Dans le catalogue de l'exposition, le commissaire Jean-François Bédard explique: les cités de l'archéologie fictive exploraient le thème de la simulation d'une intériorité comprise dans l'intériorité réelle de toute architecture. L'installation pose la problématique du rapport entre le sujet et l'objet, l'intérieur, l'extérieur, le proche, le lointain. Alors qu'on serait censé avoir pu pénétrer au cœur même de l'installation et des idées qu'elle matérialise, on était toujours à l'extérieur, donc tenu à distance par ces murs créés dans la salle, donc à distance autre, confrontée à l'architecture elle-même. L'exposition de Peter Eisenman allait ouvrir la voie à une série d'expositions monographiques durant plus d'une décennie. Donc, au CCA, il y a eu vraiment un changement radical qui s'est opéré à cette époque-là. Changement dont l'ambition était de redéfinir la nature même de l'architecture et, en parallèle, celle de l'objet exposé. 8 ans plus tard, 8 ans après l'exposition d'Eisenman, Herzog et de Meuron présentaient une sorte de musée imaginaire, aussi dans les salles du CCA, constitué d'un large éventail de pièces provenant des archives des architectes dans une exposition dont le titre rappelle celle de leurs prédécesseurs, donc « Archéologie de l'imaginaire ». Ce qui est particulièrement intéressant avec l'exposition d'Herzog et de Meuron, c'est qu'ils ont été parmi les premiers à aborder la question qui est aujourd'hui incontournable, la notion d'original. Donc, il faut comprendre qu'avec le numérique aujourd'hui, tout est généré par des programmes informatiques. Et donc, aujourd'hui, c'est une question que tout le monde se pose dans les musées d'architecture. Quelle est cette notion d'original et qu'est-ce qu'on doit exposer dans une exposition d'architecture? Et Herzog et de Meuron, de façon tout à fait délibérée, déjà en 2000 ou 2002, abordaient cette question-là dans leur exposition. Et en fait, leur façon de répondre à la question, c'était de présenter des artefacts qui témoignaient du processus de développement d'un projet architectural plutôt que de présenter les maquettes ou les dessins. Donc, plutôt que de présenter des outils de médiation entre l'idée et la construction, comme les plans coupe-élévation, nous y retrouvions des maquettes d'études, des livres, photographies, jouets fossiles, des pierres et même des œuvres d'art contemporains qui avaient inspiré les architectes. On y retrouvait aussi des fragments de certains de leurs bâtiments, de certains bâtiments considérés vraiment comme emblématiques de leur pratique. Donc, aucun dessin technique n'était présenté dans l'exposition. L'exposition elle-même était structurée suivant un parcours narratif qui rappelait celle des musées d'antiquité du 19e siècle ou encore des musées d'histoire naturelle. Tous ces objets étaient présentés comme une collection, comme une série, donc ils étaient numérotés et traités vraiment comme des artefacts trouvés dans les archives des architectes.
Donc, l'exposition présentait une accumulation de débris ou de déchets récupérés par un archéologue du futur à la découverte des archives du laboratoire des architectes. Ce sont des objets, des traces de leurs multiples recherches et non des représentations de leurs travaux. Donc, dans sa mise en espace, dans son parcours, il y avait encore là... est-ce que je dépasse déjà? OK. Je vais accélérer. Je devrais m'en tenir à mes notes. Donc, en fait, l'autre élément qui était intéressant avec l'exposition d'Herzog et de Meuron, c'était le traitement de tous les espaces de circulation. On avait accroché sur tous les murs, et la diapo est très sombre, mais dans le hall d'entrée ainsi que dans les corridors menant aux salles principales, on avait accroché ces panneaux de feutre qui mesuraient environ 2 mètres de haut par 7 pouces d'épaisseur, donc quelque chose de très absorbant. On y avait inséré des écrans dans lesquels on pouvait voir des entrevues, certains documentaires sur certains bâtiments. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce parcours-là, c'est qu'on pouvait y faire une expérience physique, mais aussi acoustique très particulière, parce que le son était complètement absorbé. Et le simple passage dans ce corridor transformait, il nous préparait en quelque sorte aux salles principales et à l'exposition comme telle. Je passe rapidement. Parce que je veux aussi vous parler des répercussions qu'ont eues ces premières expositions du CCA. En fait, au milieu des années 90, le CCA avait initié une façon plus expérimentale de proposer l'exposition de l'architecture. Cette façon de faire allait avoir des répercussions un peu partout dans le monde, et particulièrement aux Pays-Bas, à Rotterdam, au NAI, entre autres, l'Institut d'architecture des Pays-Bas. En 1997, sous la gouverne de Christine Ferres, l'institution allait accueillir l'œuvre de Daniel Libeskind, dont je vous parlais au tout début, mise en espace par l'architecte lui-même. Alors, plus qu'une simple exposition des projets d'architecture, la mise en espace visait à permettre l'expérience de l'univers architectural du concepteur et du même coup présentait les œuvres de façon plus expérimentale. Pour Daniel Libeskind, l'exposition d'architecture tient lieu d'expérimentation pour tester des nouvelles idées de bâtiments. Et là, il y a tout un rapport particulièrement intéressant qui se produit dans cette conjoncture. C'est la période où Libeskind propose son projet d'annexe au V&A à Londres, projet qui avait fait hurler les gens et ça avait créé tout un tollé, tout un débat. Et donc, Libeskind, dans ce projet d'exposition, un univers beaucoup plus contrôlé, essaie de pousser plus loin cette réflexion sur le développement formel de ce projet qui causait des remous dans l'univers architectural. Donc, dynamique, imposante et déstabilisante, la structure de l'exposition se révèle aussi importante que l'œuvre est exposée. Donc, il y avait tout un jeu de regard, mais également le visiteur était amené à faire une expérience architecturale d'abord et avant tout. Donc, le public est invité à faire des liens entre l'abstraction des formes et de son expérience, entre l'espace et la structure qui le génère. L'exposition peut s'interpréter sur 2 niveaux de lecture. Le premier, celui de la représentation habituelle par des maquettes et des planches. Et en deuxième, la mise en espace imprévisible constituée de formes inhabituelles qui amène le visiteur à se retrouver en quelque sorte dans un labyrinthe. Et la commissaire parle vraiment de cette exposition comme un point tournant qui allait permettre de faire des choses qui n'avaient jamais été faites avant dans une institution comme celle-là. L'année suivante, elle invite Morphosis, donc une autre firme connue pour ses projets expérimentaux, à faire une installation à l'échelle même du bâtiment, encore une fois, au NAI. Ce projet allait donner naissance à l'exposition connue sous le nom de Silent Collision. Et il s'agissait d'une structure qui était elle-même en mouvement.
et qui se voulait une réponse à deux questions. Comment l'architecture peut-elle être un processus plutôt qu'une forme fixe? Et comment peut-elle lier une diversité d'interactions cognitives et physiques entre l'individu et l'espace? Une construction autonome se transformait en 60 minutes et modulait la relation entre le visiteur et l'espace lui-même. Donc, toute cette structure que je vous montre était en mouvement et la chorégraphie de cette scénographie durait 1 heure. Comme le dit Tom Main, le commissaire et le concepteur de l'exposition, le visiteur peut prendre conscience de cette période de métamorphose entre l'espace de l'espace en totalité, en partie ou en être totalement inconscient, mais il ne peut faire l'expérience du lieu de la même manière à chaque visite, étant donné que l'espace lui-même était en transformation. L'espace se modifie en lui-même et par ricochet, l'environnement où il est construit est aussi transformé. En ce sens, l'expographie en mouvement de Morphosis et l'architecture stable de Joe Conen, le concepteur du bâtiment lui-même, était en quelque sorte en dialogue. Une chaise à l'étage invitait le visiteur à un arrêt pour contempler la transformation du lieu. De plus, au premier étage, et on voit dans le coin à droite la chaise, donc le point de vue que je montrais tout à l'heure. Au premier niveau, en dessous, l'exposition présentait 20 ans de dessins et de maquettes de la firme Morphosis, exposés sur les murs parallèles en bois et sur des kiosques. La rigidité de l'organisation des œuvres et le mouvement de la structure supérieure répondaient ainsi à l'énoncé concernant la diversité des interactions cognitives et physiques de l'individu et de l'espace. La matérialité des dispositifs renforce aussi cette idée. Les matériaux utilisés pour les ailes inspiraient la légèreté et la finesse technique, alors que ceux utilisés pour l'exposition au premier étage révélaient plutôt des assemblages et la construction brute de la structure. Et pour faire un clin d'œil à Manon, c'est une des expositions qui a donné lieu à une post-exposition. En fait, le chorégraphe Frédéric Flamand a assisté à l'exposition et a été tout à fait fasciné par cette structure en mouvement et a par la suite proposé à Morphosis de développer cette scénographie en une exposition itinérante qui a donné lieu à toute une série de performances. C'est devenu le Silent Collision Traveling Installation qui a eu lieu dans plusieurs villes d'Europe et aux États-Unis. Un spectacle où les danseurs côtoyaient le mouvement ailé des plafonds, modifiant en même temps la perception du danseur et celle du spectateur. Et je pense qu'il y a là le début de certaines collaborations intéressantes. Le dernier projet sur lequel je veux conclure, et évidemment, j'ai très peu de temps et je pourrais difficilement rendre justice à ce projet qui est peut-être plus familier toutefois, le projet de la Serpentine Gallery à Londres, une galerie d'art contemporain que vous connaissez sans doute. Ce qui est intéressant avec la Serpentine, c'est qu'il y a quelques années, en 2000, la commissaire de la galerie a décidé d'ajouter un volet à ces expositions d'art contemporain, un volet architecture, ce qu'elle appelait les œuvres d'art super size. Et depuis 2000, à chaque année, durant l'été, on invite un architecte ou un groupe d'architectes à concevoir une structure éphémère qui vient se déposer sur le gazon devant la Serpentine. Je pourrais vous parler en détail de chacune de ces œuvres-là, mais simplement pour boucler la boucle avec les premiers exemples du début. En 2012, donc après 10 années, 10 pavillons, on a invité Herzog et de Meuron, donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, à venir faire justement un de ces pavillons éphémères. Et quand on regarde les pavillons, je pourrais vous décrire en détail comment chacun d'entre eux se dépose ou vient s'ancrer dans le gazon, dans la pelouse devant la Serpentine. Il y a toute une transformation qui s'opère au cours d'une douzaine d'années. Mais certains
pavillon était ancré de façon très permanente, même s'il s'agissait d'une structure éphémère. Celle dans le coin en haut à droite de Oscar Niemeyer, l'architecte brésilien, avait même des fondations de 2 mètres de profond. Donc, en fait, Herzog et Desmeurons se sont associés à Ai Weiwei pour venir concevoir un pavillon qui prenait comme point de départ cette archéologie du site. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont documenté de façon numérique la superposition des couches de l'implantation des différents pavillons. Et c'est ce qu'on voit dans la première image. Ils ont extrait de là certaines lignes de force, certains points d'ancrage, et ce qui a donné lieu à la dernière image à une espèce de relief, de paysage qui a été traduit en liège. Matériaux très chaud et sensuel, encore une fois. Donc, on voit le processus ici d'extraction de ces lignes de force, de ces éléments. Ils ont préservé un élément de chacune des expositions pour présenter ce paysage en liège qui est en fait couvert d'un plateau rempli d'eau. Et dans l'espace, c'est ce que ça donnait. Donc, un espace où les visiteurs pouvaient entrer à l'intérieur sur cette plateforme. Et on voit ici là, le regard de la serpentine avec l'étendue d'eau. Et en fait, je termine sur cet exemple-là parce que pour moi, c'est un exemple où les outils de représentation, les outils de documentation numérique, dans ce cas-ci, ont pris une place très importante et je vous dirais même prépondérante. C'est devenu l'élément générateur, ce travail de manipulation numérique. Et en fait, mon expérience de ce pavillon-là, quand j'y suis allée en 2012, a été remarquablement décevante. Je vous le dis en toute honnêteté, j'aime beaucoup le travail d'Herzog et Desmeurons, mais de façon étrange, en maquette, c'est un projet qui est très beau. Conceptuellement, c'est fascinant. Et on arrivait là, et pour en avoir parlé avec plusieurs collègues qui en ont fait l'expérience, on entrait à l'intérieur de cette structure caverneuse. C'était sombre, humide. Il y avait toujours un vent épouvantable. Et c'est un espace qui était très inconfortable. Donc, les gens n'y entraient à peu près jamais, à moins qu'il y ait des événements. Et même quand il y avait des événements, l'espace se prêtait très peu à des échanges, à des conversations. Et en fait, je termine sur cet exemple-là parce que, pour moi, l'outil que l'on utilise, l'outil de conception en architecture, c'est un outil qui n'est jamais neutre. Et en fait, c'est un outil qui détermine de façon très directe l'expérience que l'on peut avoir d'un espace conçu. Dans ce cas-ci, très clairement, l'outil de représentation ou de documentation qu'utilise le designer ou l'architecte est imbu d'une façon de penser et d'une réflexion sur la place du corps. Ils établissent un rapport spécifique avec l'original ou l'objet documenté et implique dans la sélection de l'outil lui-même une prise de position, donc un positionnement du corps dans l'espace et dans le projet également. Le danger implicite avec l'outil numérique survient quand l'exploration formelle devient prioritaire et prend le dessus sur l'expérience charnelle, l'expérience plus phénoménologique du lieu, quand le corps n'est plus une composante du processus de design. Et en fait, le processus d'archéologie numérique tel que mis de l'avant par Herzog, Desmeurons et Ai Weiwei dans ce cas-ci, pour leur relevé cartographique en 2012, signale, selon moi, ce qu'on pourrait appeler une sorte de disparition du corps. Donc, je vous laisse sur ces réflexions. Merci
beaucoup, Louise. Alors, notre dernière présentatrice ce matin est Anna Boulanda Pantalacci, qui est déjà tout installée, c'est formidable, qui est professeure de design expérimental à l'Université de Trèves en Allemagne, au sein du département de design graphique, où elle dirige également les programmes d'échanges internationaux. Elle a une formation universitaire en recherche et création, Académie des beaux-arts de Cracovie, une maîtrise en art, book illustration, une formation en histoire de l'art, anthropologie culturelle et sciences des religions à l'Université Friedrich Wilhelm de Bonn. Elle a mis sur pied et dirigé plusieurs projets en éducation artistique en lien avec les secteurs culturels et sociaux en Allemagne et à l'international. Et elle a fondé ce qu'elle appelle son bébé le plus important en 2007 et coordonne depuis le réseau Cross Border University of History and Arts, une université nomade. Voilà donc un concept qui nous stimule beaucoup aujourd'hui. Alors, sa présentation s'intitule « Langage corporel et enseignement dans l'éducation artistique ». Voilà, merci beaucoup, Joanne, pour la présentation. Et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Ça me touche beaucoup. Je suis très, très heureuse de pouvoir partager avec vous mes expériences parce que mon discours va être un petit peu différent que les autres discours, mais quand même, il y a une fil rouge, je remarque. Alors, je vais parler plutôt de la pédagogie créative, et la pédagogie je suis une pédagogue très, très passionnée. Et à cause de ça, je suis très contente de pouvoir présenter ici mon sujet. Alors, avant, quand j'ai commencé à préparer les sujets pour cette colloque très intéressant, bien sûr, j'ai commencé à préparer en allemand et je devrais préparer en français aussi. Et j'ai commencé à réfléchir sur la signification des deux mots. Figure, la figure, die Figur. Déjà, la prononciation est différente et les mots, ils signifient aussi les autres choses, en fait, parce qu'en français, la figure s'avère beaucoup plus étendue. Et en allemand, die Figur se limite souvent au sens de l'image du corps humain, alors que le terme français inclut une figure dans une image, l'idée en l'ensemble de l'œuvre, dans toutes ses facettes abstraites, dont la figure rhétorique. Mais quand j'ai commencé à réfléchir, la signification allemande de ce mot et la signification française peuvent faire quelque chose de global. Ça veut dire s'enrichir un et de l'autre. J'ai commencé à transférer cette signification sur ma propre pédagogie et j'ai trouvé qu'en fait ça ressemble, c'est quelque chose de global. Qu'est-ce que je suis dans la pédagogie créative. Alors, j'ai pu constater à plusieurs reprises que l'utilisation quotidienne de plusieurs langues, car je suis obligée de vivre et travailler dans 2 ou 3 langues quotidiennement, ça influence énormément sur les méthodes du travail. Même qu'après, je ne sais même pas quelle langue je parle de mieux. J'ai l'impression que je parle aucune langue très très bien, même ma langue maternelle, mais ça ne me dérange pas tellement, ça enrichit en fait ça qu'est-ce que je fais dans la vie. Et avant de présenter quelques exemples de mes expériences que j'ai pu faire avec ma méthode de la pédagogie que j'appelle orientée vers l'humain, la pédagogie globale ou un petit peu holistique, j'aimerais brièvement survoler les méthodes d'enseignement du design dans différentes universités allemandes hier et aujourd'hui. Il faut que je vois comment je marche ici. Ah oui, c'est comme ça. Alors, bien sûr, je vais commencer par hier. Déjà, Louise Poisson parlait de Mies van der Rohe, de Bauhaus. Alors, Bauhaus, pour moi aussi, c'était une innovation unique pour la pédagogie artistique et son globalité, mais pas seulement, parce que Bauhaus faisait référence à l'ensemble de la vie concernant l'action, l'élaboration et la réflexion. Et qu'est-ce que c'était intéressant que l'équipe pédagogique était exactement internationale et interdisciplinaire. L'architecte Walter Gropius a fondé... Oh, excusez-moi, je ne connais pas ce système. Vous pouvez utiliser les flèches. Flèches ici en bas. Sur le clavier en bas. Ici peut-être. Oui, c'est plutôt là.
Ah voilà, excusez-moi. Walter Gropius, c'est lui qui est un architecte. Les architectes jouent très très grand rôle toujours dans tous les mouvements modernes et novatrices. Je suis toujours très impressionnée. Et alors, il a créé à Weimar en 1919 Bauhaus et son école, et bien sûr, objectif de son école, c'était l'architecture, la sculpture, la peinture, devrait être en fait égale à l'artisanat et aussi bien sûr la pensée. Et le nom Bauhaus a été choisi sur la base des guildes des cathédrales médiévales où les arts et l'artisanat fusionnaient ensemble pour le travail conjoint de la grand bâtiment de maçon. L'autre personnage très important à Bauhaus, Johannes Itten, qui m'impressionne toujours, un professeur, peintre, théoricien de l'art. Alors lui, il a dirigé une formation préparatoire dans l'enseignement global à Bauhaus. Et dans son essai Kunst, Handwerk, l'art, la main et produit, en 1923, il a décrit les trois aspects fondamentaux de son concept pédagogique de la formation artistique globale orientée vers l'humain. Alors, sur le premier plan, il est important de promouvoir la formation esthétique et le sens de la forme corporelle, excusez-moi, la capacité de penser, le sens et les capacités corporelles sont cultivées à part égale. Vous voyez ici les élèves ou les étudiants de Bauhaus Dessau en 1919 qui font l'exercice de langage corporel sur le toit de l'Académie de Dessau. Alors, sur deuxième plan, il est important de promouvoir la formation esthétique et le sens de la forme, des couleurs et de différents matériaux. Et en troisième plan, il est présupposé que la formation de l'esprit précède à la formation de la pensée logique. Ça, c'est la citation de Johannes Itten. Là, c'est encore deuxième photo. Et après la Deuxième Guerre mondiale, et bien sûr pendant la guerre, toute l'acquisition de Bauhaus était rien. Ça veut dire que le professeur est obligé de partir. Il n'y avait pas une éducation artistique telle qu'au Bauhaus. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a établi de nouveau les écoles qui s'appelaient Werkkunstschulen, qui s'est inspiré un petit peu de Bauhaus, c'est art et métier. Et le concept de Werkkunstschule a représenté l'idéal d'une formation globale, une pédagogie orientée vers l'humain. Et aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui? Je survole un petit peu parce qu'après, je vais montrer mes exemples et pourquoi ma pédagogie s'est créée à cette façon-là aujourd'hui. Alors, 1971, il y avait une grande réforme universitaire, surtout pour les Werkkunstschulen. Alors, cette réforme a exigé des établissements ou facultés de design d'établir dans les programmes pédagogiques un cursus beaucoup plus scientifique. Alors, on a totalement abandonné l'idée de pédagogie globale du Bauhaus et aussi des Werkkunstschule. Et en conséquence, l'aspect technocratique et rationnel orienté vers des idées de nature économique et souvent suivant des modes a pris une influence de plus en plus importante sur les programmes du enseignement artistique du design. Ceci s'est surtout intensifié par l'introduction de nouveaux systèmes bachelor-master. Alors, à cause de cette situation, déjà 10 ans, ça c'est encore une image de Werkkunstschule de l'année 1955, où les professeurs étaient très très proches des étudiants, très près. Et aujourd'hui, déjà 10 ans après la réforme, il y avait plein de professeurs en Allemagne de design qui commençaient à suggérer de nouvelles formes d'enseignement dans le design. Et ils sont très conséquents parce qu'il y a plein de professeurs qui, en plus du programme, qu'est-ce qu'on a? Ils font aussi les autres méthodes. Je vais montrer quelques images. Par exemple, ici, approche expérimentale des phénomènes de l'espace. Les étudiants en architecture de l'Université de technologie de Vienne explorent l'équilibre intérieur-extérieur avec l'aide de la lumière.
ici, c'est aussi architecture de nouveau. À cause de ça, je dis que c'est très novatrice toujours. Alors, rendre abstraite corporelle, le professeur Jochen Gross laisse les étudiants d'architecture sentir l'effet de force statique sur son propre corps, sur leur propre corps. C'est École supérieure de design à Offenbach, c'est encore 1988. Et ici encore une image, c'est libération du potentiel créatif. À Weimar, il y a toujours encore l'école de Bauhaus. Alors là-bas, il y avait une formation, maintenant on a arrêté avec cette formation malheureusement, qui devrait augmenter la productivité, mais surtout qui devrait produire créativité dans la formation de l'équipe. Alors maintenant, je voudrais montrer quelques exemples. Ici, il y a une étudiante de UQAM, Hanene, qui a participé l'année dernière à mon projet Université nomade, avec une étudiante polonaise. Alors, expérience corporelle, perception corporelle, détermination de l'identité, image corporelle. J'ai apprécié beaucoup l'exposé de Manon, parce que j'utilise très souvent exactement ces méthodes dans l'enseignement du design. Et ici, je voudrais montrer un groupe de performance que j'ai créé en 2010. Elle s'appelle Landgang, pied à terre. Et cette formation, une fois dans le mois, il y a les exercices d'expression corporelle. J'invite très souvent les danseurs, les artistes qui travaillent avec des étudiants de design et des arts, exactement sur leur corps, sur l'expression. Et ce groupe s'est établi depuis 2010. Et maintenant, on est assez connu en Rhénanie-Palatinat. Les étudiants viennent volontairement dans ce groupe, en plus de leurs cours. Et maintenant, on a plein d'invitations pour les événements aux grandes régions. C'est Wallonie, Lorraine, Rhénanie-Palatinat et Saar. Et aussi en Allemagne, on était à Berlin, on était dans plusieurs villes, parce que c'est devenu un petit peu comme symbole de fraternité et égalité des hommes. Et les étudiants changent identité ou cherchent identité à partir de l'argile. Ça veut dire qu'ils changent. Je vais montrer quelques images. Ici au Luxembourg, il y a ce groupe qui agit dans la ville. Je travaille beaucoup avec un artiste de pantomime, Bogdan Nowak de la Pologne, qui est assistant de Marcel Marceau pendant longtemps. Ils viennent très souvent donner les cours aussi d'expression de corps. Alors ici, c'est à Berlin. Et ici, c'est ma salle de dessin, où dans cette salle, j'incite aussi les étudiants à découvrir l'espace, à se sentir mieux, à venir un petit peu travailler en groupe, dans le team, et ça se passe très très bien. Alors ici c'est encore une image. Ici c'est déjà l'action, ça veut dire la groupe agit dans la public. Alors ici c'est l'autre chose parce que j'enseigne design expérimental. Et par exemple ici j'ai travaillé sur le sujet de Oskar Schlemmer, ballet triadique. Et les étudiants cherchaient d'élargir leur corps. C'était un petit peu architectural aussi parce qu'ils faisaient les sculptures, hommes-sculptures, et après ils se mettaient en scène avec la lumière. Et ils agissaient dans plusieurs endroits. Alors aussi je travaille sur empreinte sur corps ou les corps qui fait empreinte. Et ici, il y avait un projet qui s'appelait Tapis humain, ou Tapis du monde. Et alors, bien sûr, il y avait les scientifiques qui aussi intervenaient, qui parlaient exactement d'évolution, comment ça arrivait, les tapis persiens, tapis modernes. Et après, les étudiants, c'est ici une performance tapis humain. Alors, ils se mettaient empreinte sur leur corps posé par terre. Alors, il y a un cœur comme toujours. Alors,
Lors de mes cours, il me semble important de sensibiliser les étudiants, de faire prendre conscience du langage de leur corps, car le comportement non verbal détermine nos perceptions et nos actions variées dans la vie quotidienne. Et les bénéfices. Pourquoi j'ai fait ça? Quels bénéfices ils ont ces méthodes? Alors, surtout l'apprentissage de l'intuition, de la créativité, de la puissance, de la sensualité, de l'individualité, de l'esprit collectif, la perception spatiale. Et telle méthode artistique et bien d'autres contribuent à un développement artistique équilibré qui unit les sphères cognitives et émotionnelles. Alors, je vais montrer encore deuxième méthode qui est très importante pour moi. Ce sont les séminaires en dehors des murs de l'université, que je pratique en fait plusieurs fois dans l'année, en faisant le petit projet qui sort des murs de l'université. Mais ici, je voulais montrer un projet, un grand projet, qui réunit presque 150 personnes chaque année. C'est l'université nomade. Vous voyez ici la professeure irlandaise de Dublin, qu'elle donne, architecte aussi, qu'elle donne les cours dans une fabrique. Où on a travaillé l'année dernière. Et les étudiants se placent dans les cuvettes où les ouvriers pouvaient se laver avant. Ici, c'est la fabrique qui était notre université nomade l'année dernière, au Luxembourg, au sud du Luxembourg. C'est l'endroit, c'est une petite ville pas tellement jolie qui nous servit à établir notre université temporaire. Et ici, c'est la fabrique où on a travaillé, une salle qu'on a aménagée. Alors, pourquoi j'ai établi cette raison? Parce que la communication virtuelle est tellement différente de la conversation avec des personnes qui se trouvent au même endroit physiquement, que c'était très important pour moi que je décidais de créer en 2007 cette réseau universitaire autant que coopération appliquée entre des universités européennes et au-delà de l'Europe. Et le réseau s'ouvre à d'autres groupes sociaux non universitaires, parce qu'on invite aussi les enfants handicapés, on invite les élèves, on invite les artistes, les personnes qui sont dans la littérature, aussi les danseurs. Et même, on avait dans un projet les gens sans abri, qui travaillaient avec nous dans plusieurs ateliers. Alors, avec le temps, le réseau s'est transformé en une université nomade qui, une fois par un an, se met en route et qui s'installe pour 1 ou 2 semaines à un endroit en Europe pour un travail intensif et interdisciplinaire. Alors, je voulais montrer la carte. L'année dernière, c'était les participants dans l'université nomade. C'était les universités, les écoles d'art et les universités en design, ou les écoles en design. Il y avait aussi l'Université du Québec, c'est de nouveau Marilla Sobeck qui participait avec ses étudiants déjà depuis 2 ans. Et vraiment un professeur très apprécié par les collègues qui travaillent depuis 7 ans déjà dans cette réseau. Et les étudiants québécois, ils ont apporté beaucoup aux autres aussi, parce que aussi les pensées, ils se comportaient un petit peu différemment, travaillaient différemment, et c'est ça qui enrichit aussi notre travail dans ces universités. Alors, car ces universités, c'est très temporaire, tout le monde participe à la création de cette université. Ça veut dire, des premiers jours qu'on arrive, on prépare les salles parce qu'on n'a rien. On n'a pas du tout les ateliers. Bien sûr, les lieux ne sont pas équipés comme les universités. Alors, tout doit être organisé sur place. Tous les espaces de travail, par exemple les salles de séminaire, les ateliers, les médiatiques, tout est mis en place. Je prépare ce projet depuis 1 an, chaque fois presque 1 an, pendant 1 an avec une étudiante. Et on prépare tout ça avant, bien sûr, aussi sur place, mais les premiers jours, tout le monde travaille. C'est dans cette fabrique l'année dernière, même les professeurs aussi travaillent avec. Ici, c'est par exemple un restaurant universitaire dans une salle de fabrique
qu'on organisait. Et même, il y a beaucoup d'Italiens à Luxembourg, au sud de Luxembourg. Il y avait les Italiens qui faisaient pizza et les autres plats directement sur place. Alors, qu'est-ce que c'est important dans cette université nomade? C'est la corrélation entre la science, les beaux-arts, l'architecture et le design. Et le but de cette université nomade exceptionnelle, c'est de regrouper des étudiants de différentes disciplines, art, architecture, design, sciences, et de leur permettre de faire l'expérience de la pédagogie globale, pédagogie orientée vers l'humain, et de vivre naturellement la corrélation entre l'art et les sciences dans leur travail quotidien. Alors, les étudiants, par exemple, ici, il y a certaines photos, les étudiants en cours d'histoire dans une centre de migration humaine, assis par terre, mais ils étaient ils écoutaient, ils n'étaient pas du tout, ça veut dire qu'ils étaient très centrés sur la thématique et intéressés. Ici, c'est encore l'autre image. Ou par exemple, dans l'autre projet, les étudiants découvrent l'endroit qui était très important. Par exemple, ici, il y a un chemin des résistants allemands pendant la guerre qui sont sentis sur leur propre corps. Ou par exemple, discussion avec les témoins des temps. Ici, c'est une étudiante, c'est très intéressant, de Liège, en Belgique. Elle a écrit sur son corps l'histoire d'un témoin de temps. Alors, elle est devenue un livre humain, en fait. Et ici, il y a certains étudiants de sciences, de littérature et de l'histoire, surtout l'histoire d'art et l'histoire, qui travaillent dans une bibliothèque bibliothèque qui arrange, par exemple, aménage et soutient scientifiquement, excusez-moi, les projets artistiques avec des photos archivées, de la littérature, des articles scientifiques, et en rédigeant des articles et en interviewant des témoins de l'époque. Alors, ce travail interdisciplinaire pendant le projet permet aux deux parties, art, design et sciences, de découvrir nouvelles perspectives pour une application, visualisation et la communication de la science. Alors, on propose chaque fois 8 ateliers internationaux et interdisciplinaires. Il y a presque 20 professeurs de tous les pays qui travaillent dans ces ateliers. Les architectes avec les pédagogues de design, avec les sculpteurs, c'est tout mélangé. Et ici, nous avons un atelier, on a intégré les enfants handicapés de cette ville. Et avant, quand ils commençaient à travailler avec les étudiants parrainaient ces élèves. Il y a une artiste, danseuse, qui fait exactement expression corporelle avec ces élèves handicapés. Ici, c'est Atelier du papier. Marila Sobek, elle a participé avec une équipe dans cet Atelier du papier, au Paper Art. Ici, c'est Space Art. Il y avait plutôt les architectes d'espace ou les architectes, aussi avec les autres qui travaillaient dans cet atelier métal, sculpture, visual art. Et ici, je voulais aussi montrer les 2 étudiants du Québec de la mode qui faisaient une très intéressante performance à la fin. Ici, médias, nous n'avons pas aussi, c'est pas équipé, le laboratoire de médias. À cause de ça, tout le monde apporte leur ordinateur et les rétroprojecteurs. Alors, le thème l'être humain en centre de ce projet. Et ici, c'est les étudiants qui travaillent avec les élèves, qui les parrainent un petit peu, qui les incorporent dans les cours. Alors, dès la première rencontre, l'ambiance entre les participants est très familière, et malgré les barrières linguistiques et culturelles, le programme du projet permet d'obtenir vraiment de très bons résultats. J'ai apporté quelques livres que je peux vous montrer après, les documentations de ce projet. Ainsi, les étudiants découvrent leurs points communs et leurs différences et l'apprennent à accepter et à appliquer différentes approches et méthodes de travail sans appréhension.
l'acquisition supplémentaire des compétences sociales, comme ici. C'est Bogdan Novak qui travaille aussi avec les étudiants et les élèves. Ou par exemple, une cabarettiste de Berlin qui travaille la voix avec les étudiants et les élèves. Ici, c'est un atelier de space art où les élèves avec les étudiants travaillent ensemble. Et ici, c'est cette performance des étudiants de la mode. Ils ont fait une table interculturelle, voilà, comme performance. Alors, de plus, offres supplémentaires du programme, telles que, par exemple, une formation interculturelle, l'expression du corps, ou les repas interculturels, encouragent la compréhension entre les différentes cultures. Un soir, c'est toujours un dîner interculturel où les ateliers font la création de la nourriture. Et ici, ce sont les ateliers différents, l'atelier du papier, par exemple. Et il y a vraiment les créations très, très artistiques et très bonnes aussi. Alors, je voudrais vous montrer un film. À la fin, c'est un film très court qui dure seulement 7 minutes. Et ce film résume un petit peu l'ambiance de l'université nomade. Il y a plusieurs personnes qui parlent, qui participent aussi, qui parlent dans ce film. Mais je voudrais encore à la fin résumer que les expériences tirées de ces pédagogies globales pratiquées au cours de la période de chaque projet de l'université nomade ou dans les projets différents en dehors de l'université ont montré que les étudiants obtiennent de très bons résultats, entre autres grâce aux nombreuses compétences interculturelles, sociales qu'ils ont acquis en peu de temps et presque en passant, grâce à la communication marquée par le respect mutuel qui joue un grand rôle dans cette université nomade entre les enseignants, entre l'enseignant-étudiant, grâce au temps consacré à l'échange et proximité physique de chacun, aussi grâce à l'apprentissage intuitif de la science par la corrélation intensive entre les matières différentes, et aussi grâce à la visibilité de l'importance que chacun contribue au produit final. Ce ne sont que quelques caractéristiques de l'université nomade qui globalement contribuent à l'épanouissement créatif, couronné de très bons résultats, soit dans l'art, l'architecture, le design ou la science. Mais ce qui est très important, surtout pour moi, en plus de réalisations professionnelles, c'est l'acquisition de l'aptitude en relations humaines, qu'on remarque toujours après les programmes comme ça. Je vous remercie beaucoup.